à toutes et à tous. Cette session est dédiée à la présentation donc, de cette anthologie de textes fondamentaux et récents en évaluation que nous avons coordonnée à 4. Donc, on va se présenter successivement. Donc, moi, je suis Anne Revière, je suis sociologue et directrice du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po à Paris. Valérie. Bonjour tout le monde, quel que soit le lieu sur la planète où vous vous trouvez. On est très heureux d'être avec vous et de pouvoir discuter de cet ouvrage. Donc moi, je m'appelle Valérie Ride, je suis directeur de recherche à l'IRD et je travaille notamment au CEPED, qui est une unité mixte entre l'Université de Paris et l'IRD. Je suis basé à l'Institut Santé et de Développement de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et bonjour à tous, moi je suis Agathe Devos-Patarakis, donc je travaille pour le cabinet d'évaluation qui s'appelle Quadrant Conseil et j'ai aussi un profil de chercheuse, je suis docteur en sciences politiques. Et je crois que Bastian, on devrait pouvoir vous entendre. Vous m'entendez maintenant? Oui, parfaitement. Ah, ben en fait j'ai relancé tout et donc je pense qu'il y avait un problème de connexion, j'en sais rien. Et donc on laissera Thomas se présenter, on l'espère, quand il va nous rejoindre. Oui, il était il est disparu. avec nous, mais on ne l'entend pas. Il essaie de parler depuis tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être je peux, du coup, en attendant, me présenter rapidement. Bastien Delade, je suis chef de l'évaluation en profondeur à l'OCDE. En fait, c'est peut-être mieux de dire que je suis responsable de l'évaluation des comités de l'OCDE et leur impact sur les politiques des membres et des non-membres de l'OCDE d'ailleurs aussi. Peut-être parce que du coup, avec tous ces problèmes techniques dont je m'excuse, bon, c'était un cas de force majeure, peut-être on peut commencer tout de suite. Ou est-ce qu'il y avait une présentation de prévue de Thomas, je crois? Il donne signe de vie? Non. Mais peut-être on peut commencer par ma première question que j'avais, et je vous laisse le soin de choisir qui répondra à cette question. D'où est venue cette idée d'une anthologie en langue française? Moi, moi, je ne suis pas français, comme vous le savez peut-être, et quand c'était en anglais, en fait, on lisait en anglais, parce que bon, les traductions en néerlandais, c'est peut-être un peu plus onéreux. D'où cette idée? Comment est née cette idée autour d'un verre, autour d'un colloque? Alors, à qui peux-je donner la parole? Bon, peut-être que je vais répondre à celle-ci, puisque... Valérie. Oui. Donc, l'idée vient en partie de nos enseignements, et notamment en ce qui me concerne de l'enseignement, de l'évaluation, notamment en Afrique de l'Ouest francophone et puis en partie en France. Et on sait que dans ces contrées francophones, les gens, malheureusement, n'ont pas toutes les habilités à la lecture des textes en anglais. Et au Canada, où j'ai enseigné aussi longtemps, si les jeunes se débrouillent assez facilement et sans souvent difficulté à lire en anglais, ailleurs, dans le monde de la francophonie, c'est jamais très très facile, même si la nouvelle génération, en tout cas en France, est bien meilleure en anglais que moi, et ça, il n'y a pas de problème. Mais en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de défis à partager et proposer en langue anglaise. Et donc, la première chose que nous avions fait il y a maintenant très longtemps avec un collègue de l'Université de Montréal, Christian Dagenet, c'est qu'on avait créé un ouvrage pédagogique d'enseignement de l'évaluation en langue française, où on avait un ouvrage en deux parties, une première partie avec des concepts, une deuxième partie avec des applications, et puis dans cet ouvrage, il y avait déjà un texte ou deux d'auteurs un peu célèbres de notre domaine, je pense à Michael Patton ou Robert Yin, de manière à présenter des démarches. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à ces enjeux.
Et puis, au fil du temps et des années, on s'est débrouillé, on traduisait de droite à gauche certains textes, mais on était toujours un peu insatisfait. Et puis, je ne sais plus quelle opération du Saint-Esprit, on s'est rencontrés à Paris, où je suis passé il y a quelques années, et puis on a eu des échanges tous les quatre autour de ces questions, où j'ai lancé l'idée, et puis tout le monde s'est enthousiasmé autour de ça, et on a tous été très très heureux de s'embarquer dans cette aventure qui a été très longue, mais très intéressante. Donc l'idée vraiment, Bastien, c'est de rendre accessible en langue française des textes publiés en langue anglaise qui sont peu lus ou pas lus par nos collègues, notamment en Afrique de l'Ouest francophone, et qui ne sont pas lus d'abord pour des raisons de langue, mais aussi pour des raisons d'accès physique aux textes qui peuvent parfois coûter cher, et Anne pourra bien mieux que nous. J'allais le dire en effet que c'est aussi en libre accès. Et donc ça, c'est très important parce que ce n'est pas forcément le cas de toutes les publications, y compris les anglaises. Alors, Thomas nous a rejoint entre-temps. Tu nous entends, Thomas? Oui. D'accord. Et je pense que tu avais une présentation. Oui, tout à fait. Bastien, j'ai utilisé ta technique, j'ai tout éteint et au bout d'un moment, ça marche. D'accord. Voilà. Je mets juste à l'écran. Après, on peut afficher des choses selon les besoins. Juste une chose, vous avez en bas à droite de l'écran le lien vers l'anthologie. Je vais aussi le mettre dans le chat pour pouvoir y accéder. Ouais. Très bien, je regarde le chat. J'ai peur de toucher mon écran. Donc, je te passe la parole, Thomas. Alors peut-être en quelques mots dans la suite de ce que disait Valérie. Je suis allé faire un peu d'archéologie dans les courriels. Le premier mail de Valérie proposant l'idée, c'est le 26 février 2020. Ça va. Alors, ça va, mais dans ma grande naïveté, j'ai aussi vu qu'on avait dit que peut-être que pour la fin 2020, on aurait quelque chose. Grâce au Covid. C'était effectivement un petit peu plus long que ce qui était prévu. Effectivement, il y avait cette idée d'avoir un état des connaissances en évaluation. Et ce qui est arrivé aussi assez vite, c'est l'idée qu'il fallait qu'on rende compte de la diversité des débats. Et notamment du fait que quand il y avait des critiques de l'évaluation qu'on entendait dans nos milieux respectifs, etc., souvent, ces critiques, elles faisaient partie de controverses qui existaient depuis longtemps dans l'évaluation, et qu'elles étaient souvent plus élaborées que les critiques extérieures qui pouvaient intervenir souvent. Donc, l'idée, c'était aussi de montrer que, voilà, il y a des débats, il y avait des débats qui existaient. Voilà sur l'essentiel. Les diapos suivantes montrent plus juste le contenu de l'ouvrage, avec cette idée de répondre à cinq questions. À quoi sert l'évaluation? Qui évalue? Comment juger de la valeur des interventions? L'évaluation est-elle une science? Et puis quelque chose sur la diversité des approches paradigmatiques. Et peut-être une chose, c'est de se dire, on s'est rendu compte aussi assez vite qu'on n'arriverait pas à aborder tous les sujets, et notamment pas les questions méthodologiques. Alors ça en a fait ce choix un peu bizarre pour des évaluateurs et des évaluatrices de pas parler méthode. On s'est arrêté avec le chapitre de Valérie là, sur la diversité des approches paradigmatiques sans aborder les méthodes. D'accord. Je pensais que tu allais répondre à une question que je n'ai pas encore posée, que je la poserai par la suite. Mais je voudrais peut-être d'abord demander à Agathe ou Anne si elles ont quelque chose à compléter sur ce qui a été dit.
Non, peut-être juste donc par rapport à il y avait l'enjeu de traduction, mais il y avait aussi l'enjeu, qu'on avait pu chacun rencontrer dans nos enseignements d'organisation de la pensée en évaluation. Et c'est-à-dire d'arriver, par notre travail, introductif à chaque fois sur chaque thématique, de structurer, d'articuler entre eux les différents, textes et donc de tous les avoir à un même endroit pour avoir cette culture commune, et alimenter justement cette culture commune en évaluation avec, des textes, qui sont, je dirais que nous on juge fondamentaux, mais qu'on a pu aussi, voir qui sont extrêmement cités. En fait, on a pris ça aussi comme critère, hein, pour la sélection, des textes. Et avoir comme ça entre guillemets un petit peu un digest, hein, avec, vraiment les extraits de textes les plus marquants, qui permettraient, de rendre accessible et d'avoir une pensée organisée autour de ces questions-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des articles sur lesquels vous avez dû faire le deuil d'une manière ou une autre, ou pour une raison ou une autre? Ou est-ce que vous avez pu rassembler tout ce que vous aviez voulu rassembler au départ? Anne, Alors, oui, peut-être je peux répondre là-dessus. Oui, il y a eu beaucoup de deuil dans cette anthologie pour des raisons diverses. D'abord parce qu'on voudrait tout embrasser et on partait initialement avec des listes de textes beaucoup plus longues, au sein desquelles on a fait quelques premiers arbitrages, en raison de priorités, notamment tout un volet méthodologique qu'on avait initialement envisagé, qu'on a finalement laissé de côté, justement notamment parce que il y a une telle richesse de débats méthodologiques pour le coup, on ne pouvait pas rendre compte de toute cette diversité, en plus de toutes les autres questions dans cette anthologie. Et puis ensuite, on a été restreint de manière assez significative dans le choix des textes par les coûts de droits de traduction, en fait, qu'on devait payer aux éditeurs. Notamment un texte qu'on a dû abandonner, pour lequel l'éditeur demandait des droits de traduction à hauteur de 29 700 € pour un texte de 16 pages. Donc il faut savoir que c'est une vraie barrière. Enfin, on parlait d'open access tout à l'heure. Le simple accès au texte pour avoir les droits de traduction, ça a été une barrière très significative. Ça a été un paramètre du choix des textes, malheureusement. D'accord. Donc, on voit bien que les évaluateurs sont dans le marché aussi. Pourquoi pas? Mais en effet, je comprends bien que c'est une barrière. Pardon. Oui, malheureusement, ça concerne toute la production scientifique. En fait, c'est pas propre au champ de l'évaluation, mais ça nous a fait réaliser à quel point ces barrières étaient conséquentes, quoi. Et du coup, l'importance du combat pour l'open access d'emblée. Vous pouvez faire un ranking, du coup, des publications des plus chères aux moins chères. Ça, c'est intéressant. Juste, travail plus de logistique. Je retourne à Valérie. Comment vous êtes organisé, en fait? Parce qu'il n'y a pas que les articles, il y a aussi, en fait, des petits chapeaux de texte d'évaluateurs qui commentent. Ça s'est passé comment, ce processus de les associer à votre travail? Alors, donc, il y a eu, dans un premier temps, un long travail de réflexion collective, comme on disait tout à l'heure, pour choisir les textes et les parties des textes. Et puis ensuite, en fonction des affinités des uns et des autres, on s'est partagé le travail en profondeur pour préparer l'analyse des parties, après de multiples, évidemment, discussions sur les parties, l'ordre des parties, la composition des parties. Donc ensuite, chacune d'entre nous a pris le leadership pour commencer à rédiger une première version de chacun des textes d'introduction de chacune des parties. Et puis ensuite, on a travaillé évidemment tous ensemble sur la totalité des qui étaient en introduction de chacune des parties, ce qui explique et justifie qu'on signe l'ensemble des textes tous les 4 avec un ordre alphabétique qui veut simplement dire qu'on a contribué de manière égale à l'ensemble du processus et qu'on a essayé de travailler en équipe. Mais évidemment, on ne rédige pas à 4, il y a une personne qui commence et les autres
Donc on s'est partagé ces enjeux avec aussi, sans le cacher non plus, des débats épistémologiques entre nous. On a des traditions et des formations et des pratiques assez différentes, et c'était aussi ça la beauté de l'exercice, de pouvoir aussi débattre et aller jusqu'au bout. Souvent on débat entre nous et on va pas au bout et on clash, et là on n'a pas clashé, on a tenu jusqu'au bout et tout va bien, même si Thomas pense que j'ai moins d'amis que d'ennemis, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, donc on a partagé les processus d'écriture et l'ensemble du processus. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Je voulais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au départ parce qu'on est parti un peu bizarrement, si il y a des personnes dans l'audience qui veulent poser des questions, faites-le par le chat. Pour l'instant, au moins sur mon écran, je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions, mais n'hésitez pas, suivant ce qui s'est dit, ou peut-être des questions qui n'ont pas été posées, de les poser. J'avais une autre question. J'ai parcouru, je n'ai pas encore lu en grand détail, mais j'ai parcouru l'ouvrage avant sa publication, j'avoue. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a quand même une dominante, je dirais, non européenne, plutôt Amérique du Nord. Comment vous expliquez ça? Qui veut répondre? Je peux en dire quelques mots pour démarrer. C'est vrai qu'il y a énormément d'auteurs d'Amérique du Nord, aussi parce que on est allé chercher des auteurs et autrices en langue anglaise. On a quelques exceptions qui sont intéressantes, notamment Nan Weipeana, j'espère que je prononce bien son nom, qui est une évaluatrice maori, qui apporte vraiment un regard différent sur notamment le rôle de l'évaluatrice et les valeurs sur lesquelles on peut juger des interventions en contexte autochtone. Après, il est possible que on voit deux possibilités à ça. La première, c'est que quand on a un peu regardé les évaluateurs et évaluatrices européens, il y en a beaucoup qui sont sur le champ des méthodes, des méthodologies. Je pense notamment aux évaluateurs allemands ou britanniques. Quelqu'un comme Eliot Stern, par exemple, n'y est pas, mais c'est quelqu'un qui est essentiellement intervenu sur des champs de méthode. Et une deuxième possibilité, je mets ça plus comme une hypothèse, c'est que les auteurs européens qui nous disent beaucoup de choses sur l'évaluation, peut-être que c'est pas des auteurs d'évaluation, peut-être que c'est des auteurs de sciences politiques, de sociologie, d'autres disciplines. Je pense à quelqu'un comme Claudio Radaelli, par exemple, qui n'est pas un évaluateur et qui pourtant apporte beaucoup à la discipline. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi, alors est-ce que ça peut avoir un lien, je ne sais pas, l'idée qu'il y a moins de textes programmatiques qui se produiraient en Europe et qu'il y a de la littérature grise, plus que, ou peut-être, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a plus de tendance à publier de manière formelle des travaux sur l'évaluation en Amérique du Nord, par exemple, ou dans le monde anglo-saxon? Ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, après, il y a le fait que la recherche évaluative est extrêmement développée en Amérique du Nord, et donc c'est ça aussi qui ressort. Et d'autant plus, comme le disait Thomas, quand on s'écarte des questions purement méthodologiques et qu'il y a une réflexion globale sur ce qu'est, en quoi consiste l'acte d'évaluation. On s'inscrit beaucoup plus dans les réflexions américaines. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ait sélectionné des textes qui pour nous avaient été fondateurs ou avaient été des tournants particuliers dans la pratique d'évaluation. Et qui donc sont aussi les plus anciens. Enfin, il y a certains textes qui sont assez anciens, notamment dans la partie fondation de chaque chapitre. Et
on retrouve quand même dans l'histoire de la pensée en évaluation, c'est bien aux États-Unis que voilà qu'on a les premiers grands travaux qui ont été publiés. D'accord. Très bien. Je voudrais revenir à une question que j'avais posée, mais Valérie est partie dans un autre sens. C'est lié aux commentateurs, en fait, que vous avez invités. Ce processus-là, ça s'est passé comment? C'était quoi l'idée derrière? C'était un choix dont vous êtes content? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bon, on est toujours des évaluateurs, donc on peut toujours améliorer. C'était quoi l'idée d'avoir ces commentateurs? C'est assez atypique, me semble-t-il. Donc, c'est une idée originale. Anne, tu veux répondre? Oui, alors j'allais dire c'est l'idée initiale de Valérie si je ne fais pas erreur, donc je vais laisser la parole, ça, je ne le savais pas, c'était par hasard. Mais non, l'idée c'était de rendre les textes un peu plus vivants en fait, c'est-à-dire de pas en rester à une démarche d'anthologie, c'est-à-dire de compilation de textes, mais avoir un petit peu des échos sur comment est-ce que ces textes sont utilisés, comment des évaluatrices et évaluateurs réagissent à ces théories, à ces analyses, et donc on a fait appel à Tom Archibald, Manuela De Allegri, Yves Gingras, Marthe Turtot et Nathalie Mons, donc qui ont chacun discuté une des parties de cet ouvrage, et d'ailleurs qui se sont très aimablement prêtés à l'exercice, parce que c'est vrai qu'on les a sollicités voilà, avec une masse de textes dans des délais assez courts et un format qui est assez atypique, un format d'écriture assez atypique, mais elles et ils ont réagi très, très positivement et nous ont proposé des discussions qui sont vraiment intéressantes parce il me semble que les unes et les autres se sont bien saisies de l'exercice et ont bien joué le jeu de la question de l'appropriation personnelle de cet ensemble de textes. Donc on a un ensemble de retours, y compris certains retours assez critiques sur certaines des thèses développées dans certains des textes, mais c'est justement ça qui est intéressant. Enfin, l'idée c'était de faire vivre les textes et de montrer, de donner un peu chair au débat, quoi. D'accord, donc c'était une bonne idée de faire ça. Et à nouveau, je pense que c'est assez atypique de faire ça, parce que je crois que en tout cas ceux que je connaisse directement, ils sont bilingues, et ça c'est important, je crois aussi. Est-ce qu'ils ont commenté aussi la traduction en français ou pas? J'ai pas souvenir qu'on ait eu de commentaires sur les traductions elles-mêmes, mais par contre, certaines sont revues par les auteurs. Voilà. Oui, certaines des traductions ont été revues par les auteurs eux-mêmes, mais pas par les discutants. D'accord. On s'est rendu compte de cette façon que certains auteurs parlaient très bien français et avaient un avis très marqué sur la façon dont il fallait traduire leur texte. Ce à quoi on s'attendait pas forcément, mais notamment les retours de Robert Picciotto et de Thomas Cook, si je me trompe pas, étaient assez précis sur la traduction de leur texte. Ah d'accord. Qui était réinterprété de l'évolution de leur pensée actuelle. Je pense qu'il y a un proverbe italien qui dit ça, le traducteur trahi. Toujours pas de questions de la salle virtuelle? Mais peut-être pour revenir, Bastien, pour revenir là-dessus, ça a été l'un des défis qu'on a rencontrés pour certains auteurs qui, évidemment, et on l'est tous, quand on reprend nos textes il y a 10 ans, 15 ans, on a changé d'état d'esprit normalement et heureusement, je dirais. Et on n'est peut-être pas forcément très heureux de voir des choses traduites de ce qu'on a fait il y a 10 ans ou 15 ans. Et les auteurs ont joué le jeu aussi, mais quelques-uns auraient bien voulu faire évoluer leur réflexion. Et donc, ça montre aussi l'importance qu'on a de revenir sur l'histoire de ce qu'on a écrit, mais aussi de s'adapter et de changer. Et puis peut-être que dans 15 ans, quand on fera un deuxième tome de l'anthologie, on aura nous-mêmes
évoluer. À votre retraite? Ah non, oui, j'espère que je serai à la retraite et que, contrairement à d'autres personnes, je la prendrai pour de vrai. Merci de me tendre la perche. Je plaisante. Mais en fait, ça, c'est une question. Non, vous plaisantez pas. C'est une question intéressante parce que justement, vous avez pris dans certains cas des textes qui sont déjà assez anciens, qui ont été très importants pour la communauté, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, c'est peut-être des textes que les auteurs eux-mêmes n'ont pas relus depuis des lustres. Et vous avez eu cette confrontation où il était clair que, par exemple, un auteur disait, bon, oui, mais le choix de ce texte-là, prenez un autre plutôt, un plus récent. Est-ce qu'il y a eu des situations comme ça? Oui. Ah. Oui, Il y a- on il y a- l'a. Tell us more. Non, sans citer de nom, forcément. Oui, non, il y en a qui nous ont demandé de prendre un texte plus récent et on leur a expliqué qu'on était dans une démarche, enfin voilà, de revenir sur des textes fondamentaux, historiquement marqués, mais qui ont marqué des tournants au moment où ils ont été publiés, et d'où l'importance de ce texte-là plus qu'un autre, même si des fois on avait des problèmes de droit d'auteur voilà, qui étaient beaucoup plus élevés pour certains textes. Mais on souhaitait absolument avoir l'argumentaire daté d'un certain moment pour rendre compte de l'évolution que ça avait marqué dans la pensée de l'évaluation. Et peut-être aussi, au-delà de ça, dans le choix des textes, si on revient aussi aux prémices de cet ouvrage, ce qui était important, c'est d'avoir des textes qui permettent de faire rentrer le lecteur dans l'atmosphère de l'évaluation. Et ça, on se disait, on peut donner des cours sur l'évaluation, on peut expliquer les notions clés et importantes à prendre en compte dans la conduite d'évaluation, dans la pratique de ce que c'est d'être évaluateur. Si on n'a jamais lu, par exemple, un texte de Patton, on ne pourra pas rentrer dans cette manière de penser les choses, dans le chemin qui nous fait faire par ces textes et par la lecture de ces textes. C'est aussi tout l'enjeu dans le choix des textes, c'était d'avoir ces textes-là importants qui font faire un chemin à la lecture du texte et qui amènent à progresser évaluatif, parce qu'on arrive par les métaphores, par les images les exemples qui peuvent mobiliser, à rentrer dans la logique évaluative. Oui, il faut lire, en fait, c'est ça le message, quoi qu'il en soit. On ne peut pas juste transmettre ça oralement. Et l'avantage, c'est que si j'ai bien compris, ça va être publié. Alors, est-ce que ça va être publié aujourd'hui formellement, c'est ça? Le texte est ouvert à toutes et à tous, donc vous avez le lien que j'ai mis à plusieurs reprises dans le chat. Donc tout est accessible dès maintenant, et les versions papier, au moins en Europe et en Afrique de l'Ouest, arrivent au premier trimestre 2022. On peut dire ça comme ça pour pas trop se... Voilà. Je peux peut-être laisser la parole à Anne, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le LIEP et Anne ont apporté beaucoup pour que tout ça se fasse. Il y a l'idée, c'est chouette, il y a 4 auteurs et autrices qui s'investissent, c'est super, mais il y a tout le travail derrière pour qu'en fait ça devienne en vrai un livre. Et ça, c'est beaucoup Anne qui l'a fait. C'était sur ma liste de questions, en effet, comment vous avez trouvé les ressources pour faire ce travail. Oui. C'est important. Merci beaucoup, Thomas. Alors bon, déjà, ça a été un très gros investissement de la part de nous quatre. On a surtout beaucoup bossé les uns et les autres, mais c'est vrai que la préparation d'un ouvrage de cette ampleur, ça suppose aussi toute une équipe derrière, ça suppose des financements, et ça suppose un éditeur réactif. Donc on a déjà eu la chance d'avoir, par le biais de Valérie, le contact avec cet éditeur québécois, les éditions Sciences et Biens communs, qui promeuvent donc la diffusion d'ouvrages en open access et qui ont été très réactifs suite à la présentation de notre projet, qui ont été immédiatement emballés et voilà, qui ont permis la sortie
du livre dans des délais vraiment très rapides à partir du moment où on leur a présenté le projet. Et puis effectivement, donc il se trouve que ce projet d'anthologie converge complètement avec l'ambition du LIEP d'aider à mettre en forme et à favoriser la diffusion des savoirs fondamentaux en évaluation, aussi dans l'idée de promouvoir un dialogue plus resserré entre les pratiques professionnelles et les réflexions universitaires en évaluation ou sur l'évaluation. Et donc le compagnonnage qu'on a eu dans le cadre de cet ouvrage était vraiment emblématique de ce type d'approche qu'on essaye de promouvoir au LIEP. Et donc le LIEP a pu apporter à la fois un financement au projet et le soutien d'une équipe aussi. Enfin, toute l'équipe administrative du LIEP s'est mise pendant une période à temps plein en fait sur le bouclage de ce projet, et ça a été un appui assez essentiel. D'accord, oui, bravo. L'utilisation qu'ils vont en faire du coup, enfin, parce qu'ils ont fait un grand investissement, Oui. Alors en fait, ensuite, la prochaine étape, c'est effectivement de promouvoir la diffusion et l'appropriation de cet ouvrage par différents acteurs, aussi bien acteurs universitaires, mais aussi acteurs publics, consultants, acteurs associatifs. Enfin, l'idée de ce travail, c'était effectivement d'arriver à toucher un public assez large en évaluation et favoriser le dialogue entre ces différents acteurs et actrices de l'évaluation. Donc nous, dans le prolongement, voilà, on compte, mais parmi d'autres, essayer d'aider à la diffusion de ces savoirs, et on considère que ça fait partie de notre rôle en tant qu'acteur universitaire de l'évaluation. D'accord, et donc de le laisser en libre accès, comme ça a été déjà dit oui, bien plusieurs sûr. fois. Oui. Je voudrais retourner à Thomas, parce que tu avais plusieurs slides. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres que tu voulais montrer avant la fin. On a, je pense, encore une dizaine de minutes. Non. Il y a effectivement là cette diapo avec tous les auteurs et autrices. Donc ça en fait une petite quarantaine, je compte pour vous, qui sont présents. Voilà, de nouveau, je pense que on était un peu glouton au début et on a réduit, mais en fait, on est toujours sur un grand nombre de personnes. Un peu dans la foulée de ce que disait Agathe, je trouve que c'est intéressant aussi de relier certains concepts qui parfois maintenant pour nous sont évidents à des auteurs et des autrices. Quand on parlait tout à l'heure de gens qui nous ont dit mais est-ce qu'on pourrait pas aller sur un texte plus récent, je pense qu'on peut parler notamment de Karen Kirkhardt, et pour nous c'était très important d'avoir son texte du début des années 2000 sur dire faut arrêter de parler d'utilisation de l'évaluation, faut parler d'influence de l'évaluation, parce que c'est vraiment un tournant. Et aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est assez évident. Et plus généralement dans la vision qu'on a des interventions qui peut-être ont pu forcément des effets tels quels, mais des contributions, etc. Et c'est vraiment ce texte-là qui l'a marqué. Et c'est intéressant d'aller la relire dans le texte, parce que effectivement, elle s'inscrit dans un débat de son époque. Et puis il y a des textes qui arrivent après elle et auxquels des gens réagissent. Et le fait que notamment on n'ait pas beaucoup de revues européennes, en particulier qu'on n'ait pas de revues francophones, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de lieu pour cette discussion qui, je pense, nous manque un petit peu. Et puis je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a une question de Kenza Benani dans le. Non, moi, je ne vois pas le chat. Oui, tu le vois pas. Mon chat, il est vide. Et à laquelle je pense on peut répondre à plusieurs voix, à demander pourquoi C'est avoir quoi la choisi question? Elle demandait pourquoi avoir choisi de ne pas aborder les méthodes. Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que vous envisagez de préparer un deuxième tome qui serait dédié à cet aspect central de notre métier et de nos pratiques? Je vais répondre tout de suite sur la deuxième partie. Je pense que les autres peuvent répondre sur la première. Moi, il faut que j'oublie un petit peu le temps que ça a pris avant de faire un deuxième tome.
parce que je ne pensais pas que ça représentait tout ça. Je pense qu'effectivement, ça vaut un tome à part entière et qu'il y a d'assez gros enjeux si on était sur une approche comme la nôtre aussi, à se dire, mais autour de quelle grande question est-ce qu'on organisait cette réflexion-là. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Si Agathe, Anne ou Valérie voulaient en dire un mot de ça, c'est très bien. Alors peut-être, je ne sais pas si je suis d'accord, moi, pour partir pour le tome 2 sur les méthodes. Je me souviens de guides qui font, voilà, qui actent un petit peu cette diversité de méthodes. Il y en a qui vont paraître, il y en a quelques-uns qui ont été, alors qui n'auront pas les textes fondamentaux traduits en français, mais qui, en tout cas, organisent les débats autour de cette dimension-là. Donc, on s'est dit aussi qu'il n'y avait pas forcément urgence, peut-être, sur ce point, alors que sur les autres dimensions que l'on aborde, on a très peu de choses existantes qui réunissent ces textes au même endroit et qui rendent compte un petit peu de des points saillants, notamment pour les lecteurs francophones. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat que moi je vois donc pas? Je suis désolé. Non, il y a des messages très gentils de Guy, bonjour Guy, Coquille, et de Élisée Coumont, et de Jean-Serge Kenen. D'accord. Alors, je lis dans l'interview que vous avez fait, l'histoire d'interview que vous avez fait dans les synthèses RFE, qu'il faut d'abord du repos après tout ce travail. Ça, je comprends bien, parce que bon, c'est quand même une chose que vous avez fait de manière tout à fait bénévole, si j'ai bien compris. Et il y a aussi le travail quotidien à faire, le pain quotidien à gagner. Néanmoins, si ce n'est pas un tome sur les méthodes, ça prendrait quelle forme la suite d'ici 15 ans, donc? Juste avant la retraite de Valérie, donc. Valérie. Ouais, je ne sais pas, d'ici 15 ans, peut-être, les jeunes nous diront comment ils font autrement, mieux, différemment, et comment la pratique de l'évaluation a pu être prise au sérieux par les décideurs politiques dans des contextes où on voit que c'est quand même encore difficile. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de cet enjeu qu'on a on a assez peu abordé en fait, ces enjeux d'utilisation de l'évaluation dans ce et ça mérite certainement une réflexion, surtout dans le contexte actuel pandémique. Là, il y a certainement quelque chose à faire. Après, sur les questions de méthode, je suis assez d'accord avec Agathe sur le fait que les techniciens, les experts ont rapidement tendance à se concentrer sur des micro-trucs de méthode qui sont passionnants, utiles et intellectuellement grisants, mais pas suffisants quand on fait de l'évaluation. Et je pense que c'était peut-être plus important pour nous de partager les travaux dans cette ontologie qui sont moins centrés sur des enjeux de méthode, parce que des livres de méthode, il y en a quand même. Et en plus, on ne peut pas demander à une évaluatrice ou un évaluateur d'être expert de toutes les méthodes. Il y en a tellement et c'est impossible. Et on travaille tout le temps en équipe maintenant. Et donc, il y a des experts de certaines méthodes et des expertes d'autres méthodes. Et par contre, quand on met en place un processus évaluatif, il faut avoir une compréhension globale de ce que c'est. Et je pense que l'ontologie permet aussi de montrer ce que c'est et comment c'est fait. Et puis, on l'a dit en filigrane un peu là, mais je voudrais quand même insister sur le fait que Thomas et Agathe aient bien voulu participer à un ouvrage qui, dans leur métier de consultant, est quelque chose de complètement différent en fait, et très utile. Et donc pour nous, c'était important, mais en même temps, nous, on gagne notre vie
et pas plus ni moins qu'on publie ou pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais eux ont besoin aussi de travailler à côté. Et le fait qu'ils aient bien voulu passer du temps Je sais. à réfléchir, ça c'est important parce que les consultants généralement ne prennent pas suffisamment le temps de recul et ils réfléchissent beaucoup et ils sont formidables. Et malheureusement, une fois qu'ils ont produit leur rapport à temps et qu'ils ont travaillé la dernière nuit avant de rendre le rapport le lendemain, ils n'arrivent pas à prendre le temps, et c'est normal puisqu'il faut qu'ils travaillent, à publier et à réfléchir, à partager leurs expériences. Et je pense que ce type d'ouvrage et c'est tout à leur honneur aussi d'être capable d'avoir travaillé dans ce contexte-là. Voilà. Non, tout à fait. Pardon, vas-y. Non, justement, par rapport au destinataire de cet ouvrage, c'est les praticiens, justement les consultants et consultantes en évaluation sont vraiment ciblés, et c'est pour ça qu'on a fait des introductions, qu'on a essayé d'être le plus didactique possible dans la présentation de cet ouvrage et de sélectionner vraiment les textes essentiels et les parties des textes essentiels aussi. On ne met pas toujours les textes dans leur intégralité. C'est pour que les professionnels aient aussi facilement accès à ces réflexions-là. Et c'est vrai que moi, j'avais pu le voir dans le cadre des cours que je donnais en master professionnel, des cours qui proposaient une ouverture comme ça sur la littérature. Les étudiants étaient extrêmement friands de ce type de réflexion, qui les apprenaient à choisir entre des postures professionnelles et qui ne sont pas enseignés dans les masters d'évaluation, qui se concentrent beaucoup sur la méthodologie. Et qui, par contre, leur apporte vraiment, enfin, nourrit vraiment des préoccupations de professionnels, des mal-être des fois qu'ils peuvent rencontrer face, par exemple, au peu d'utilisation de leurs travaux, de savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'on réfléchit là-dessus depuis des décennies en évaluation. Ça aide justement les professionnels à se positionner aussi et à construire leur trajectoire professionnelle, à faire des choix et à se positionner. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que le fait d'avoir en effet deux membres d'une entreprise de conseil dans votre équipe de rédaction, c'est très important. Et venant moi-même, ça fait un petit moment, mais venant moi-même d'un environnement de consulting, mais qui publiait aussi des articles académiques, j'ai une grande affinité avec ça. Je pense que c'est important parce que c'est comme ça qu'on se renouvelle aussi. J'avais une question par rapport parce que vous avez sélectionné les thématiques, on revient un peu en arrière du débat, ce qu'on avait discuté au départ. Est-ce que vous avez, en faisant un peu le tri dans les articles que vous vouliez sélectionner pour traduction, est-ce que vous avez eu l'idée qu'il y avait des lacunes, en fait, des domaines que vous pensez être couverts, mais qui finalement ne l'étaient pas ou juste faiblement? Oui, je pense qu'on va avoir des réponses peut-être complémentaires là-dessus. Je voulais juste, dans le prolongement de ce qui avait été dit précédemment, insister également sur le caractère vraiment très précieux de cette collaboration entre deux praticiens de l'évaluation et deux universitaires. Enfin, moi, j'ai énormément appris dans le cadre de la préparation de cet ouvrage, et je pense que les universitaires qui aspirent à des postures évaluatives gagnent vraiment plus à mieux connaître les pratiques professionnelles. Donc, je ne sais pas si, pour parler des suites, je ne sais pas s'il y a des débouchés éditoriaux, mais en tout cas, moi, je suis vraiment convaincue de l'utilité et de la pertinence de cet échange et de cette collaboration. Du coup, sur les manques qu'on a pu identifier, moi, typiquement, pour une partie sur laquelle j'ai plus travaillé, c'est la question des liens entre évaluation et recherche, toute la question de l'évaluation est-elle une science, et j'ai trouvé vraiment peu de choses sur la problématique de l'évaluation en milieu universitaire, en fait, sur l'analyse du positionnement des acteurs universitaires en évaluation. On sent qu'il y a une tension dans ces relations entre recherche et évaluation qui n'est pas complètement dénouée. Donc, je pense qu'il y a des choses à explorer là autour. Et puis après, mes collègues compléteront, mais il me semble que globalement, notamment sur les questions de valeur, de jugement, on a des réflexions finalement qui sont moins foisonnantes que sur des questions méthodologiques qui restent effectivement un peu plus au cœur de l'évaluation. Mais je laisse mes collègues compléter.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Anne. Moi, ce qui me marque, c'est que, alors certes, on est allé chercher cette réflexion qui est purement évaluative, parce qu'il y a cette discipline évaluative en Amérique du Nord qu'on n'a pas forcément en Europe. Il y a cette volonté qui est très intéressante de regarder l'évaluation avec les outils de l'évaluation. Mais parfois, alors je pense que ça c'est aussi un tropisme européen, il y a cet agacement de se dire mais est-ce qu'on pourrait aller pas voir un petit peu plus dans les sciences politiques, est-ce qu'on pourrait pas aller voir un petit peu plus dans la sociologie, etc. Et on voit que certains auteurs font ce grand écart, ils font ce passage. Il y en a pas non plus des milliers. Et finalement, l'évaluation qui se voit beaucoup comme une transdiscipline, bah, parfois elle a aussi un petit côté silo-disciplinaire, quoi. Et donc, voilà, on aurait envie, toujours dans un autre ouvrage, de dire mais qu'est-ce que les auteurs de sciences politiques, de sociologie, etc., de santé mondiale de partout, en Europe et ailleurs, pourraient apporter à l'évaluation. Et je pense que ce serait quelque chose d'assez passionnant, qui vous prendrait du temps pour le coup, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour éviter que les évaluateurs et évaluatrices pensent qu'ils sont les seuls à parler d'évaluation. Oui. Je pense que Valérie, c'est quelque chose que tu vois beaucoup sur la santé mondiale ou santé publique, où il y a un foisonnement évaluatif qui est quand même assez incroyable et qui est invisible pour les évaluateurs s'ils savent pas que ça a lieu là, quoi. Ouais, puis il y a aussi beaucoup de... Il y a un double enjeu et disciplinaire hein, dans mon domaine, qui est celui de la santé publique. Il se fait des tonnes d'évaluations et qui sont publiées dans de multiples revues scientifiques de santé publique, mais qui sont des évaluations pour lesquelles les gens réfléchissent peu après sur leur pratique évaluative. Et ils font les évaluations et puis ils passent à une autre, mais ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir à la pratique évaluative et publier après dans une revue d'évaluation. Et ça, c'est une discipline qui se fait assez peu dans notre domaine. Et puis, en même temps, on a quand même, dans le monde francophone en général, une tendance... Je pensais que c'était moi, mais c'est... Nous avons perdu Valérie, malheureusement. De toute façon, je crois qu'on a encore 15 secondes dans cette session, n'est-ce pas? Bastien, il y avait juste une question dans le chat, mais c'est Valérie qui peut y répondre. Il se demandait où se procurer l'ouvrage physique en Afrique. Ah. Et voilà. Il y aura un centre de distribution à Dakar, visiblement. Oui. Je le dis, on pourra le redire ailleurs, mais Valérie s'organise, je pense, avec une aide de l'IRD pour publier l'ouvrage à Dakar. Il va être imprimé aussi à Dakar, et donc il devrait être possible de le diffuser en Afrique de l'Ouest. Pour ça, il faut probablement attraper Valérie d'une façon ou d'une autre lorsque vous arrivez. Et ça boostera l'économie locale de la publication. Ça, c'est bien aussi. Oui, et sinon, il y a bien évidemment la version en ligne qui est accessible si on a en effet de l'Internet. Alors, il manque bien évidemment un grand article qui s'appelle The Tricky Triangle, que je peux vous envoyer. Non, je blague. Publié en 2014 dans un ouvrage dans un ouvrage collectif. Mais non, je ne m'attendais pas à ce que ce soit inclus. Peut-être dans le prochain tome. Je voudrais peut-être te laisser la parole, Thomas, parce qu'il y a un peu le flou sur la deuxième séance autour de cet ouvrage. L'idée, c'était de faire des ateliers, des breakout groups, comme on les appelle dans le monde de Zoom, etc. Mais apparemment, c'est techniquement pas possible. La plateforme ne le permet pas, enfin, ça n'a pas marché en tout cas. Je ne suis pas certain qu'on va creuser davantage, mais Thomas, peut-être tu pourrais
expliquer ce qu'on comptait faire pour cette deuxième Oui, ou je peux session laisser qui la sera donc parole à plénière. Agathe. Je peux laisser la Ok. parole à Agathe là-dessus. Oui. Alors bon, avec le nombre de participants, il faudra voir. Je vais juste partager un élément. Donc, ce que on vous proposait dans la deuxième partie, donc dans l'atelier, c'était de creuser des thématiques qui sont, enfin les grands chapitres, les thématiques qui sont présentées donc dans chaque grand chapitre de cette anthologie. Donc de voir avec vous quelles seraient peut-être les 2 ou 3 thématiques qui vous intéressent le plus. Et de pouvoir à chaque fois, donc pour chacune de ces thématiques, voir si on la prend de manière globale, vous avez des questionnements liés à cette thématique. Par exemple, si on prend la première thématique, à quoi sert l'évaluation? Est-ce que dans vos pratiques ou dans vos réflexions autour de l'évaluation, vous avez eu des questionnements spécifiques? De les aborder avec vous et de voir peut-être dans quelle mesure vous pourrez trouver des réponses dans ces textes et avoir une discussion, je dirais, ouverte sur l'utilisation qu'on peut avoir de cet ouvrage. Vous montrer aussi comment on peut le consulter un petit peu à la carte selon les différents questionnements que l'on se pose. Donc voilà, pour commencer la deuxième partie, ce que je vous proposais, je ne sais pas si vous voyez le lien vers la plateforme où vous pouvez aller pour dire sur quelle thématique vous souhaitez discuter, prolonger la discussion. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je projette. Normalement, on doit voir vos votes qui s'affichent au fur et à mesure. Si vous avez donc, on a 5 thématiques qui sont déployées dans cet ouvrage. À quoi sert l'évaluation? Qui évalue? Comment juger de la valeur des interventions? L'évaluation est-elle une science? Et la diversité des approches paradigmatiques. Alors... Moi, j'ai une petite question technique. Est-ce qu'on reste dans la même salle virtuelle? Ou est-ce qu'il faut qu'on parte et qu'on rejoigne l'atelier? Parce que ma montre, sur l'écran, s'est arrêtée à 16h15 pile. Ouais, je crois qu'il faudra qu'on change. De toute façon, on peut laisser le vote ouvert si jamais, et puis si les gens ne votent pas, on choisira les sujets, on pourra rentrer directement dans l'ouvrage et puis montrer comment on y navigue. Ah, ça répond quand même. Ok, donc on va se déconnecter et on se reconnecte, je propose. Bien. Donc pour l'instant, je dis ça parce que si jamais on a le problème de reconnexion. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup envie de lire les parties que je n'ai pas encore lues. Et j'espère que c'est le même, je suis sûr que c'est le même pour notre public, que j'espère revoir entre guillemets, dans la séance suivante, qui commence dans 10 minutes, c'est ça? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Temps de faire Merci à tous. Petite pause. Merci beaucoup. Merci à vous.